Bonjour, lecteur français, depuis mon appartement à Ljubljana, qui est la capitale de la Slovénie. Je m'appelle Agata Tomažić, je suis écrivain slovène. Je vais vous lire une de mes nouvelles, traduite en français bien sûr, qui était publiée dans le recueil qui vient de paraître, qui s'intitule Ce que l'on ne peut confier à sa coiffeuse, qui vient de paraître chez Belleville Éditions. Et les nouvelles, il faut le dire aussi, étaient traduites par M. Stéphane Baldec. Je commence la lecture de la nouvelle avec les titres peu réjouissantes prévisions. Elle respirait paisiblement et mastiquait maniquement des biscuits. Ces derniers entraient dans sa bouche comme si elle n'avait pu s'empêcher de glisser des pièces dans la fente d'un jukebox usagé. La voiture dans laquelle elle se trouvait avançait par à-coups d'1 ou 2 mètres. Ils attendaient le ferry et formaient un serpent tourmenté par l'astre incandescent qui, depuis le ciel, s'était arrogé le droit de développer ou d'anéantir toute vie sur terre, jusqu'à ce que les hommes ne le défient avec l'intention de l'éclairage, du chauffage et de la climatisation électrique. Voilà pourquoi derrière le pare-brise, la température n'était pas caniculaire, mais avec les fenêtres closes, l'air devenait étouffant et confiné. Le froid lui saisissait les genoux. Sans un mot et sans tourner la tête, elle tendit vers la banquette arrière une main qui tenait un paquet de biscuits à moitié entamé. « Non, je veux pas des biscuits, je veux une glace !» lui répondit une voix à travers la fente d'une jeune machine plus petite, moins usagée et parfois désagréablement criarde. Au même instant, le conducteur de l'automobile changea brusquement de vitesse et les chevaux cachés sous le capot, qui, si eux aussi semblaient avoir perdu leur force vitale à cause de la chaleur, hennirent comme s'ils renaclaient avant de tirer l'engin sur quelques mètres. Les gens sortaient de leurs véhicules et accompagnaient la colonne à pied. Quelques-uns s'étaient rapprochés du bord de la falaise et regardaient l'esquisse d'une île dans le lointain, se protégeant le front de la main. Mais ils en étaient toujours séparés par un bras de mer relativement profond. Ils étaient nombreux à fixer cette direction malgré tout, car elle paraissait leur donner de l'espoir. Mais pourquoi lui semblait-il que l'île s'éloignait ? Un chien s'allongea sur la bande herbeuse à côté de la route. Sa propriétaire le caressa d'un pied chaussé d'une botte à la semelle en caoutchouc cranté. Des touffes de poils volèrent. Elle imagina un cancereux qui, après s'être peigné, retrouvait plus de cheveux sur le peigne que sur sa tête. « Le chien est malade, pensa-t-elle méchamment. Il va crever. » Mais ce constat ne semblait pas affecter la propriétaire, qui continuait à le caresser dans la lumière crue du soleil. Les poils étincelaient tellement que l'on pouvait presque les compter un à un. Toute la famille se rassembla autour du chien. « Plus je le frotterai, moins il resterait de poils dans la voiture, » dit la femme en riant. Elle avait emprunté ce rire chevalin aux autres membres de la famille qui assistaient à cette étrange cérémonie. Les cheveux de la colonne métallique hélissaient les uns après les autres avant de progresser une nouvelle fois de quelques mètres. Elle était contente de ne plus avoir à regarder le quadrupède poilu étendu sur l'asphalte et glissa un autre jeton dans la fente, un biscuit. « Attention aux miettes !» lui dit-il derrière le volant sans quitter du regard le véhicule qui se trouvait devant eux. Elle replia avec soin l'emballage des gâteaux secs et les rangea dans un panier. Un enfant de 5 ans longeait la fenêtre, une glace à la main et l'autre abandonnée dans la paume de sa mère. Il descendait tranquillement la rue et le petit léchait la boule rose, pendant que sa maman lui arrangeait sa casquette de toile. « Une glace, moi aussi je veux une glace !» lança la voix venant de la banquette arrière. Son regard s'arrêta sur un kiosque bâti le long de la route annonçant « Yetmir Rejepi, glace et boisson fraîche ». Elle tendit la main vers son porte-monnaie, mais ne termina pas son geste. « Pas maintenant, nous allons bientôt monter sur le ferry. Il faudra acheter les billets. Attends ici. » Le long de la route, le buisson était espacé
et leur verdure encontrait un beau bleu sur lequel étaient disposées des îles vertes, semblables à des cerises confites sur un gâteau recouvert de chocolat. Quelques points blancs se déplaçaient entre elles, ferry, voilier, embarcation de pêche, qui sait. Puis le moteur démarra de nouveau. On enclencha la première et cette scène idyllique disparut en un instant, comme si elle avait décidé de zapper. La belle affaire, la réalité est complètement différente. Ces paysages ne se montrent féeriques que du haut de la falaise, comme la mousse dans le miroir posé dans une crèche de Noël pour que les enfants imaginent un étang. S'ils se rapprochent trop, la féerie se dissipe. Lorsque l'on se trouve sur une île, on ne se rend pas compte que la mer vous entoure de tous les côtés. Il n'y a plus rien de féerique. Les choses apparaissent bien plus charmantes de loin que lorsqu'on s'y trouve. Tant que l'on ne peut que distinguer les contours, on conserve l'avantage de se figurer tout le reste. Mais lorsqu'on est sur place, les secrets et autres délicieuses attentes disparaissent. Comment allaient se passer leurs premières vacances en famille? Comment regarder la télévision dans leur nouveau logis? Comment allaient-elles s'adapter à la conduite partagée d'une nouvelle voiture et à leur premier séjour à la mer tous les trois? Quels sentiments allaient dominer pour leur première excursion quand ils arrivaient sur l'île après une bonne heure de ferry dans les flancs replets du bateau? Tant que les questions ne font que flotter dans les airs, on peut donner soi-même les réponses, différemment selon les circonstances, mais selon ses préférences. Cependant, quand la réalité finit par les rattraper, demeurent seules des réponses dures et péremptoires qui n'ont plus rien de féerique. C'est à prévoir, pensa-t-elle subitement alors qu'elle remontait dans la voiture après avoir acheté les billets. Ces perspectives ne la réjouissaient pas. « Arrête-toi » dit-elle juste avant qu'il s'approche d'un gaillard habillé en marin qui vérifiait les billets et organisait de la main, ou au besoin, en criant le chargement du ferry. « Arrête-toi » dit-elle plus fort, si bien que l'enfant assis sur la banquette arrière, hébété par le manque d'air frais et la conduite abrutissante, peut-être aussi par l'atmosphère paralysante de la voiture, sursauta et se remit à implorer. « Une glace, on va chercher une glace » pépia-t-il. « Je sors » dit-elle en posant la main sur la poignée de la portière. « Tu es folle, pas maintenant, on monte sur le ferry. »« Non » répondit-elle en ouvrant difficilement la porte de la voiture qui continuait à avancer lentement. Le gaillard habillé en marin venait de placer le véhicule précédent sur la droite du pont inférieur du navire. « Mais qu'est-ce qui te prend? Tu ne peux pas sortir maintenant. Attends qu'on soit sur le bateau, » rejut-il en se retournant même vers elle. Le marin gérant de la circulation leur fit signe de s'arrêter. Elle tendit les billets au conducteur comme pour dire « Allez, montre-les » et posa sur l'asphalte la jambe droite, puis la gauche, quitta la voiture et se mit à marcher comme si de rien n'était. « Erika, mais où vas-tu? Reviens » cria-t-il. Le gaillard, habillé en marin, frappa à la fenêtre et demanda à voir les billets. Il appuya sur le bouton pour abaisser les vitres. Elle les lui tendit à travers l'ouverture en pensant qu'il allait gagner quelques secondes. Parallèlement, il cria encore, ou plutôt rougit son nom à plusieurs reprises, mais il semblait que le tube s'élevant au-dessus du port eut le pouvoir d'étouffer sa voix et de rendre sourde sa compagne. Elle marchait bien droite, d'un pas égal afin de ne pas attirer l'attention, mais assez rapide, si bien qu'elle était déjà loin. Il n'était plus possible de la ramener en quelque enjambée. Il prit les clés de compta et commença à se lever pour quitter la voiture, mais un rempart vivant se dressa devant lui. Le marin, gérant la circulation, lui barra le chemin de toute sa carrure. Il n'eut pas besoin des explications irritées du tube pour comprendre qu'il avait manqué l'occasion de régler le problème. Au même moment, un concert de klaxons commença
à s'élever des véhicules à l'arrêt qui se pressaient sur la pente derrière lui. C'est lui qui se trouvait juste à sa suite fut le premier à perdre ses nerfs, pensant qu'il allait manquer le ferry déjà bien rempli, à cause d'une banale dispute familiale qui avait éclaté devant lui. Il appuya sur le klaxon et le laissa sonner pendant de longues secondes. Le son qui cisaillaient le cerveau s'échappa ensuite de nombreux autres véhicules. Chacun klaxonnait à sa façon, plus ou moins longtemps, fortement ou doucement, avec un son aigu ou grave, comme si le concert avait relâché toute la tension électrique qui s'était accumulée chez le conducteur après des heures d'attente. L'enfant, qui se trouvait sur la banquette arrière, se recroquevilla puis commença à pleurer, d'abord sans bruit, puis de plus en plus fort. Malgré le rugissement des klaxons qui lui frappaient les tympans, il cria encore « Erika !» Puis, plus par désespoir qu'autre chose, en se tournant vers la direction qu'elle avait suivie, quelque part en haut de la colline. Mais elle n'était plus visible. Puis il se soumit aux gestes encore plus véhéments du marin gérant la circulation, qui lui ordonnait de se rasseoir dans l'automobile et de monter sur les ferries. Seules deux voitures purent rentrer après lui. Puis on rabaissa la barrière et le bateau largua les amarres. Lorsqu'elle entendit la sirène du départ, elle attendit encore quelques instants, puis elle quitta le sous-bois. Elle s'avança vers le bar et commanda une bière. Alors qu'elle contemplait la baie et les bouts de terre éparpillés à travers la brume évanescente de sa fumée de cigarette qui s'élevait en spirale, elle pensa soudain que pour la première fois depuis une dizaine d'années, elle ne savait pas ce soir-là où elle allait manger ni même dormir. Elle inspira une autre bouffée avec délice. Voilà. Donc j'ai aussi reçu quelques questions à propos de mon œuvre, moi personnellement, évidemment, qui m'ont été transmises par la maison d'édition, Belleville Édition, et je vais maintenant essayer à répondre. Tout d'abord, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, vivez-vous de votre écriture? Là, la question est non, bien sûr que non. Je suis écrivain slovène et la Slovénie est un tout petit pays qui n'a que 2 millions d'habitants, mais qui pire est encore, pour vous donner une idée, les livres, les romans, les recueils de nouvelles et tout ça, ils se vendent, je sais pas moi, à plusieurs centaines d'exemplaires. Donc, du point de vue commercial, c'est pas du tout suffisant. Donc, j'écris de nuit et de jour, j'ai un autre travail. Je suis chargée de communication du Centre de la recherche auprès de l'Académie des sciences et des arts slovènes. Et je dois dire que ce travail, je l'aime bien. Et je ne peux pas m'imaginer vraiment de vivre de mon écriture uniquement parce que le travail que j'exerce me donne la possibilité d'être en contact avec les gens, avec des gens de différents types, quoi. Et c'est surtout ça qui m'inspire à écrire. La deuxième question, votre recueil est-il inspiré des divers métiers que vous avez pu exercer? Voilà, évidemment. Je viens de parler du métier que j'exerce maintenant. Sinon, je dois avouer qu'il n'y en avait pas tellement. En fait, quand j'ai fait des études, et j'ai fait des études du français langue étrangère et journalisme, j'ai quelquefois travaillé comme traductrice, même interprète. Puis j'ai assez vite commencé à travailler comme journaliste et j'étais aussi... j'ai travaillé comme journaliste dans les quotidiens de référence slovène. Et c'est ça en fait. Je pourrais à la limite dire que
quelques-uns des personnages de ce recueil de nouvelles ont été peut-être inspirés par les gens que j'ai rencontrés, avec lesquels j'ai parlé comme journaliste. Mais sinon, oui, c'est ça. La question suivante, pour quelles raisons écrivez-vous? Pour le plaisir, pour nous délivrer un message? Oui, c'est par pur plaisir que j'écris. Et c'est en fait par le plaisir d'inventer des personnages qui sont faits qui sont faits comme je les vois moi-même, que je peux contrôler comme des pantins à ficelle par exemple, mais aussi par plaisir de trouver un bon mot, de trouver des paroles, de trouver des phrases qui s'enchaînent d'une manière de dire au lecteur, enfin de montrer au lecteur la scène ou l'image que je cherche à transmettre. Et oui, derrière, il y a aussi parfois l'idée d'un message, bien sûr, mais je trouve que ça ne doit pas être central, et je trouve même que la littérature engagée, où le message est, en fait, est central, risque très vite d'être mauvais si ce message n'est pas caché. Quel était l'objectif du livre? Partager la culture slovène ou bien par simple envie? Alors non, partager la culture slovène, c'était absolument pas mon envie. Je suis quand même pas employée par l'État slovène. Donc ce livre, ce recueil de nouvelles était écrit par pur plaisir et même sans aucun dessein d'être publié. Donc à l'époque, j'ai travaillé encore comme journaliste et j'étais assez frustrée parce que tout ce que j'écrivais devait être vrai. Donc mes articles, bien sûr, on ne peut pas inventer des choses dans des articles qui sont publiés dans les journaux. Et ces nouvelles que j'ai commencé à écrire parallèlement étaient une espèce de, comment dire, de me réfugier dans la réalité parallèle. Et la cinquième et la dernière question, avez-vous l'intention d'écrire un autre roman chez Belleville? Effectivement, j'ai déjà écrit un roman en slovène qui est paru en Slovénie. Et oui, avec plaisir, je publierai ce roman aussi chez Édition Belleville. Mais comme vous le savez sans doute, ça veut dire qu'une traduction serait obligatoire, et la traduction, ça prend du temps et de l'argent aussi. Donc il faudrait attendre pour voir si ce premier recueil se vend bien, et oui, peut-être, pourquoi pas. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, et le reste d'autres nouvelles sont publiées dans ce recueil qui vient de paraître chez Belleville Éditions. Au revoir et bon après-midi.